C'est vraiment une prise de conscience de dire que le mental est vraiment le 4e pilier de la performance. Bonjour Laurent, est-ce que tu peux déjà te présenter et présenter ton métier en détail? Salut Corentin, écoute, déjà merci de me donner l'occasion de parler de la préparation mentale dans le milieu du football. Alors écoute, moi j'ai démarré en 2011 la préparation mentale. Au préalable, j'étais dirigeant de grand groupe, voilà, et j'ai quitté ces fonctions-là pour faire de la préparation mentale suite à l'accompagnement que j'avais fait d'un dirigeant qui lui avait, non pas comme dans les bronzés, son frère qui était gendarme. Ah bah ça tombe bien, mon frère est gendarme. Ah ouais. Ah ouais. C'est pas ça. Lui, il était agent de joueur. Ok. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans le milieu du football avec un premier joueur, puis un deuxième, puis un troisième. Ouais. Là aujourd'hui, tu prépares des joueurs professionnels, c'est ça, principalement? Alors principalement oui, j'ai à peu près tous les ans une quinzaine de joueurs pro. J'ai également quelques joueurs de national qui veulent reprendre la voie vers le monde professionnalisme quand ils l'ont quitté ou quand ils étaient en centre de formation. Okay. Voilà, donc là j'en ai 4 ou 5 par saison. Et puis des jeunes en centre de formation qui veulent le fameux contrat pro. C'est clair, voilà. Et donc le contrat pro, tu l'obtiens aussi en faisant du mental. Alors j'ai travaillé avec Jean-Amel Canabic, très grand défenseur français qui a été formé au Havre, qui a fait une très bonne carrière en Turquie. Un de mes premiers gros joueurs, c'est Mevlut Erding. Ah oui. Attaquant turc, etc. Donc ça a été... Voilà. D'ailleurs, je suis encore en contact avec Mev, parce que maintenant, il fait une autre carrière. Ouais. Voilà. Voilà les joueurs que je peux... les retraités. En active, c'est toujours... Il y a toujours un petit frein aussi pour les joueurs. Encore dans le football, parce que dans le football, peut-être qu'il faut être malade pour faire de la préparation mentale. Donc, comme les joueurs ne pensent pas être malades, et ils ont bien raison, ils ne sont pas malades, ils font très peu de préparation mentale. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la préparation mentale, bon, c'est de moins en moins, mais c'est quand même assez tabou. On voit que les toutes nouvelles générations, là, 17, 18, 19, eux, ils veulent faire du mental. Alors pourquoi ils veulent faire du mental? Parce qu'ils sont moins cons que les autres. Hein. Mais quand je dis moins cons, ils sont souvent plus paresseux. C'est-à-dire que le jeune joueur, il veut aller rapidement à l'objectif. Il ne veut pas trop d'auréoles sous les bras, bouffer de l'énergie, perdre du temps. Il ne veut pas. Donc il veut aller direct au but. Et il se dit, pourquoi pas faire du mental très tôt pour aller le plus vite possible à mon meilleur niveau. Donc les nouvelles générations ont bien compris ça. Les joueurs qui ont au-dessus de 22, 23 ans, ils attendent d'être assez dans la merde pour tester un truc qu'ils n'ont jamais testé. Voilà. Mais pour ça, il faut être dans la merde. Mais depuis un certain temps. Oui, voilà. Okay. Ouais. Sinon, ils ont du mal à passer à l'action. Mais c'est vrai qu'en plus, oui, on voit que les joueurs sont pros de plus en plus jeunes. Enfin, on a des cracks de plus en plus jeunes. Enfin, voilà, Mbappé, ça reste l'exemple parfait. Mais c'est quelqu'un comme Mbappé, il a inspiré aussi Désiré Doué, par exemple. C'est des jeunes qui veulent aller droit au but, comme tu dis. Ils sont obligés d'aller vers la préparation mentale. En fait. Pour aller plus vite, il faut faire des choses que les autres ne font pas. Voilà. Et dans les choses qu'ils ne font pas, il y a la préparation mentale, bien évidemment, mais il y a la nutrition, il y a le sommeil. Enfin, il y a tout un tas de choses à faire pour améliorer son outil de travail qui est son corps. Ça consiste en quoi concrètement, préparer un joueur? C'est ce qu'on est en train de faire tous les deux. On discute. Ça, ouais. Donc c'est que de l'échange. Okay. Moi j'échange, c'est un peu une brève de comptoir, hein, sauf que bon, l'alcool n'est pas permis. Et on discute et il va trouver lui-même ses propres solutions pour sortir ou de la situation dans laquelle il est, ou alors pour aller vers l'objectif qu'il veut vraiment atteindre. Voilà. Donc c'est vraiment de la discussion pour trouver les bons ressorts. Alors bien sûr, la qualité du coach mental, c'est de poser la bonne question au bon moment. Quels sont les principaux défis mentaux, j'ai envie de dire, que rencontrent les joueurs quand ils viennent te voir? Alors souvent, ils veulent avoir le contrat qu'ils méritent, entre guillemets. Voilà. Et donc je communique beaucoup là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des joueurs qui pensent qu'ils ont un potentiel, mais ils ont un espèce de plafond de verre où ils n'arrivent pas, ou alors ils régressent un peu. Et donc à ce moment-là, ils veulent atteindre le niveau qu'ils pensent pouvoir prétendre. Bon, donc on travaille sur ça. Principalement, c'est ça. C'est une frustration importante pour un joueur. Hein. Quand tu as été gamin et que tu as eu 6, 7 ans, 8 ans, 10 ans, tu t'es dit je veux être pro, tu l'es et tu es au premier étage. Tu n'as pas fait grand-chose, tu as juste le contrat pro. Et on sait aussi que le contrat pro, en moyenne, c'est de 4 à 6 ans. Okay. Donc on peut faire qu'un contrat. Et ça, beaucoup de joueurs... le voient quand ils sont proches du premier contrat et que c'est la fin. Pour revenir maintenant sur l'impact des médias, parce que comme tu as vu, c'est le sujet aussi de mon enquête, à quel point pour toi les médias influencent aujourd'hui le mental des joueurs? Alors, beaucoup de joueurs s'en foutent royalement. Donc je suis désolé pour les médias. Ils s'en foutent royalement. Le problème, c'est l'impact que ça va avoir, indirect, sur la famille, les proches, la petite amie, etc. Et là, ils risquent un peu de vriller, de passer un peu en chevalier blanc,
pour essayer de faire le moins de mal aux autres, et donc ils vont peut-être surjouer sur le terrain pour montrer qu'ils sont au-dessus de ça. Mais donc ils vont faire des conneries, parce que quand on surjoue, on joue plus avec son talent, et quand on met son talent de côté, on a beaucoup moins de chances d'être brillant sur un stade. Voilà. Et ça c'est un vrai problème. Donc c'est surtout de voir l'autre, voir sa maman. On a Adrien Rabiot par exemple en ce moment. Voilà. Voir sa maman souffrir, ça gêne le joueur. Le joueur est beaucoup plus fort qu'on ne le pense. Ouais. Il est né avec les réseaux sociaux. Ouais, franchement. Aujourd'hui, oui. Voilà. Donc c'est pas ça. C'est l'impact que ça va avoir sur les autres. Et à ce moment-là, du coup, ils te consultent quand même. Ils t'en parlent de ça aussi? Alors on en parle, mais il faut que j'aille les chercher. Ah, ils en parleront pas. C'est pas quelque chose. C'est totalement inconscient. Savoir qu'on est impacté par le biais de sa maman qui supporte mal la critique, c'est pas toujours conscient. Okay. C'est plutôt mettre ça sur. Je vais leur montrer. Au lieu de penser, ah oui, mais en fait, je le fais pour ma mère. Mais est-ce que ma mère, c'est ma carrière? Et c'est là où il va falloir bien réfléchir pour connaître et savoir quel comportement adopter sur le terrain pour répondre, si on veut, répondre aux attaques qu'ont pu subir les proches. Quel est le type de pression médiatique que les joueurs reçoivent? Quand je parle de ça, je dis par exemple juste l'exposition médiatique, il y a aussi les critiques, les notes aussi de certains journalistes. Mon principal défi alors, sur les réseaux, c'est aussi le temps de jeu. Il ne joue pas parce que il a eu un mauvais comportement à l'entraînement, il a répondu au coach, il est rentré 10 minutes la semaine dernière et il n'a rien fait. Il n'apporte pas grand-chose au groupe. Okay. Voilà. Et ça, c'est difficile. Mais ça, du coup, c'est plus les rumeurs, c'est ça? Oui. Bah, parce que les gens ne savent pas. Même les journalistes. Ils extrapolent, ils inventent peut-être une petite histoire où ils partent de quelque chose et on brode et on brode et on brode. Et on arrive à des choses que le commun des mortels peut penser comme une vérité, mais qui est juste un bruit de couloir fondé sur rien du tout. Ouais. Et ça peut être terrible pour un joueur. Comment toi, tu arrives à gérer cette situation avec lui? C'est toujours de remettre ça en perspective. C'est est-ce que cette situation va t'aider à développer ta performance? Okay. Souvent, la réponse est non. Donc dès l'instant où ça ne va pas aider, il n'y a qu'à mettre ça de côté, puis on passe à ce qui peut aider. Voilà. Ça aide bien. C'est une question neutre, facile, elle dure 10 secondes, et ça permet de recentrer un peu les débats. Tu as des joueurs qui arrivent à s'en sortir justement? Ah oui, complètement, tous d'ailleurs. Dès l'instant où on fait une démarche qui est personnelle, parce que la préparation mentale, c'est du développement personnel, c'est aller au-delà de ce qu'on pense être. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Des interviews, des confs de presse, etc., ça se prépare aussi ça? Alors oui, ça se prépare quand le joueur est conscient que c'est important. Souvent, ça ne se prépare pas. Parce que moi, il m'arrive de temps en temps d'avoir un joueur le matin et l'après-midi, il a l'interview. Et il passe dans Téléfoot. Et là, tu te dis, il m'en a même pas parlé. Ah oui. Et donc, bon, c'est très bien. Mais ce n'est pas quelque chose qui, pour eux, est important. Alors que Kylian Mbappé, lui, le boss. Et moi, j'ai une question. Quand tu vois mes dernières performances, tu vois un gars perturbé? Voilà, c'est la step supplémentaire. Voilà, on est vraiment dans le joueur de très très haut niveau, avec des chargés de com pour réaliser et anticiper un peu les différentes questions. Je voudrais parler de deux joueurs qui ont quand même marqué l'histoire du football. Johan Gourcuff, Marvin Martin, c'est des joueurs, on sait, qui n'ont pas réussi à gérer cette pression médiatique. On pense qu'ils n'étaient pas assez bien préparés. Enfin, je me souviens d'une interview de Johan Gourcuff dans Stade 2 en 2016, je crois. Dans le milieu du foot, moi je suis passionné par le jeu, par les entraînements, par le terrain. Le reste, non, je suis pas très à l'aise là-dedans. On va dire que le foot, quand j'ai commencé en pro à Rennes, il était un peu plus sain, on va dire, quoi. J'étais pas préparé à cette surmédiatisation. Et puis c'était pas vraiment moi, ça me ressemble pas, quoi. Est-ce que tu penses, toi, avec ton expérience, que un prépa mental aurait fait énormément de bien à Johan Gourcuff, l'aurait peut-être aidé dans sa carrière et il n'en serait pas arrivé là? Alors, je pense qu'il en a eu un, parce que dans une interview, il en parle, mais je pense qu'il n'a pas eu un véritable préparateur mental. Il a eu un préparateur mental qui faisait un peu de physique, enfin qui faisait surtout du physique et du mental. C'est aussi le fils de son père. Oui. Et donc, ça a du poids, parce que Papa Gourcuff, c'est quand même une sommité dans le football. C'est quand même un expert du football. Clairement. Voilà. Et quand tu es le fils de l'expert, est-ce que c'est aussi facile pour toi? Voilà. Comment tu perçois les choses, comment tu perçois ses remarques ou les remarques des autres vis-à-vis de lui, etc. Ça, à mon avis, ce n'est pas facile à gérer et c'est à mon avis beaucoup plus difficile que de gérer les médias. Pour Marvin Martin, ce n'était pas le cas. Son père n'était pas aussi connu que Christian Gourcuff, mais lui, pour le coup, il n'a pas du tout digéré ce passage-là. On se souvient en équipe de France, ses premières sélections, enfin, il met un doublé face à l'Ukraine. Et après ça, ça a été la dégringolade. Lui, pour le coup, il aurait peut-être fallu le traiter avec un prépa mental. Certainement, mais comme d'autres,
On a tous les ans des phénomènes qui sont les éternels espoirs et c'est l'année prochaine. Non, c'est l'année dernière. Bon, l'année dernière, ok, elle était blessée, mais vraiment cette année, c'est la bonne. Et on en a beaucoup comme ça qui traversent 3-4 années et qui disparaissent. Beaucoup, parce que oui, il y a effectivement une certaine pression. Et au-delà de la pression, il y a les codes. Et il y a les codes du football. Ouais. Et souvent, les joueurs n'ont pas les codes du football. Ah oui. Et donc, ils se perdent. C'est un peu comme le code de la route. Sauf qu'eux, ils conduisent des Ferrari. Par exemple, là, tu le dis, mais il y a eu aussi cette comparaison avec Zidane. Ça peut avantager un joueur pour toi ou c'est vraiment pas la bonne solution? Je pense qu'il faudrait lui poser la question parce qu'il y a peut-être des joueurs qui, effectivement, ça va peut-être même les aider. Et puis d'autres, ça va plutôt les freiner dans leur développement. En même temps, est-ce qu'il a été conscient de ça? Parce que quand tu traverses ça, souvent, c'est inconscient. Tu es joueur professionnel, ton niveau baisse ou les autres voient en toi un niveau qui a baissé. Voilà. Comment tu te mets avec le coach? Qu'est-ce qui se passe avec les autres coéquipiers? C'est difficile, il faudrait le faire en temps réel. Là, le faire après carrière, c'est peut-être plus compliqué. Bien sûr, mais c'est comme aussi Johan Gourcuff, ça a été aussi compliqué pour lui. Par exemple, les blessures, peut-être que c'est dû aussi au mental. Il y a eu des études de mener sur la partie je me blesse souvent, etc. Et que le mental, il faisait quelque chose. Moi, sur la partie mentale, moi, je ne suis pas médecin, donc je n'en sais rien si les blessures sont liées à ça. Ce que je sais par contre, c'est qu'on me contacte souvent après blessure, pour revenir le plus vite possible. J'ai travaillé avec un joueur de Montpellier il n'y a pas longtemps après son retour de blessure. J'ai bossé avec Jean-Pierre Nsamé, qui est l'un des plus gros buteurs suisses, qui est revenu après un talon d'Achille, donc des blessures assez lourdes, et qui reviennent vite et qui marquent aussi vite. Donc on peut effectivement limiter le temps de latence entre j'ai terminé ma blessure, ça y est, je suis consolidé et je peux être performant. Voilà, ça c'est très important. Ouais. Quel conseil tu donnerais par exemple aux jeunes joueurs pour bien gérer, pour revenir sur les médias, pour bien gérer leur exposition médiatique quand ils vont commencer leur carrière pro? Quels conseils tu leur donnerais? Peut-être de contacter un journaliste et de travailler avec un expert pour bien comprendre où veut nous emmener le journaliste. Okay. Parce que travailler avec moi, il pourrait, mais je ne suis pas un expert dans les médias. Par contre, il devrait s'entourer, je pense, de journalistes et d'avoir des cours de média training, de choses comme ça, voilà, et de savoir comment reformuler une question pour éviter d'aller dans une certaine direction où on n'a pas envie d'aller, etc. Je pense qu'il devrait s'entourer de grands communicants. Comment tu vois, pour finir, l'évolution de ton rôle de préparateur mental dans le football professionnel à l'avenir? Écoute, le vrai changement, il sera dans la vitesse à laquelle on sera contacté. C'est-à-dire, c'est vraiment une prise de conscience de dire que le mental est vraiment le 4e pilier de la performance. Okay. On a la technique, le physique et la tactique. Et le 4e pilier, c'est le mental. Quand ça sera bien intégré dans le foot, parce que dans beaucoup de sports, c'est bien intégré, quand ça sera bien intégré, ça sera une logique. Voilà. C'est un peu comme dans tout système, c'est qu'au début, c'est un peu diabolisé. Après, on doute un peu, puis après, on dit c'est une évidence. Donc peut-être que dans 10 ans, ça sera une évidence. Merci beaucoup, Laurent, en tout cas. Je t'en prie, Corentin. Merci à toi.